Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle et dernière capsule de la session. Donc, dans cette capsule, aujourd'hui, on va parler du syndrome général d'adaptation au stress, qu'on appelle souvent par l'abréviation SGA. En gros, c'est très simple, c'est un ensemble de réponses biologiques qui est déclenché en situation de stress. Et l'objectif ultime de cette réponse biologique, c'est de vous adapter, de vous protéger un petit peu à une situation stressante. Et vous allez voir, en fait, que le principe de base est très simple, mais évidemment, on va rajouter un petit peu des détails. Et c'est la dernière matière, donc, pour l'examen. Vous allez voir, il y a beaucoup moins de diapositives, donc c'est plus simple. Le seul problème qu'on va avoir, et là, vous faites très attention, dans votre manuel, ceux qui travaillent beaucoup avec le manuel, là, on en parle un petit peu à la page 816, mais c'est très, très incomplet comme matière. Donc, contrairement à tout ce que j'ai fait dans la session, on pouvait toujours référer au volume. Souvent, le volume donnait même plus de détails que ce que je faisais avec vous. Mais maintenant, votre seule source d'information, en fait, c'est les PowerPoint que vous avez en main et cette capsule-là. Donc, il faut évidemment étudier avec beaucoup d'attention parce que c'est votre principale source d'information, contrairement à ce qu'on a fait pendant la session. Donc, évidemment, c'est très important de bien comprendre et je vous promets que ça revient à l'examen final. Donc, voilà, vous êtes avertis. Maintenant, avant d'entrer en détail, cette diapo-là est très, très importante. C'est comme un peu la base. Okay? Et si, en fait, quand vous allez étudier, avant d'aller en détail dans toutes les petites nuances que je vais faire tantôt, si vous ne maîtrisez pas cette diapo-là et que ce n'est pas clair dans votre tête, vous ne pouvez pas aller plus loin. Hein? Je veux vraiment que vous compreniez ce qu'on va faire ici avant de pouvoir aller aux étapes supplémentaires, ou subséquentes en fait. Première des choses à savoir, contrairement à ce que vous pensiez probablement, peu importe le type de stress, hein, il y a des bons stress, des mauvais stress, puis là vous pensez toujours que pour la réponse biologique d'un mauvais stress, ça va être différent d'un bon stress. En fait, il faut nuancer. C'est pas tout à fait faux. Hein? Un stress vraiment désagréable ou pénible peut avoir des impacts psychologiques ou biologiques bien différents que si vous vivez un bon stress. Ça, c'est vrai, mais pour moi, j'en traite pas aujourd'hui. Bon, premièrement, je suis pas psychologue, et deuxièmement, les effets secondaires, c'est autre chose. Okay? Donc, c'est vrai qu'il y a des nuances là. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est la réponse biologique qui est déclenchée en situation de stress. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit un bon ou un mauvais stress, la réponse est toujours pareille. Okay? Et ça peut vous étonner. Ça veut dire que, par exemple, vous faites un sport, vous faites une activité que vous aimez, vous jouez au hockey, soccer, je ne sais pas trop quoi, faites de la danse, peu importe, vous courez, vous entraînez au gym, vous aimez ça, c'est plaisant. Vous écoutez un film d'horreur, c'est un stress, mais qui est comme agréable parce que ça vous plaît. On va dire que c'est un bon stress. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît bien, vous êtes célibataire et tout ça, vous êtes excité, c'est un bon stress. Vous faites quelque chose qui vous achève, vous détestez votre emploi, ça fait 20 ans que vous êtes là, vous n'êtes plus capable, c'est un mauvais stress, évidemment. Mais la réponse biologique dans ces exemples-là sera toujours la même. Et ça se divise en 3 phases que je vais expliquer dans 2 secondes. Okay? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Je rouvre une parenthèse, je l'ai dit tantôt, je ne suis pas psychologue, ça dépasse mes compétences, mais évidemment, il y a une compétence, il y a une composante psychologique importante qui va varier grandement d'une personne à l'autre. La perception du stress va varier d'une personne à l'autre. On a des prédispositions génétiques, puis on a des prédispositions psychologiques. Je donne un exemple. Moi, personnellement, la course, je déteste ça. Tout le monde court au Québec, sauf moi. Moi, je vais faire des sports, je vais m'amuser avec un ballon ou n'importe quoi, une game de hockey, mais ça me prend une équipe, ça me prend quelqu'un à affronter. Courir dans le gym, j'ai ça. Ou sur faire le marathon, je ne suis pas capable. Mais j'ai des gens, des amis, qui eux autres adorent ça. Donc, pour la même activité, la course, dans mon cas, c'est un mauvais stress, ou j'ai une perception négative, puis pour ma collègue ou mon ami, ben, ça peut être une perception positive. Donc, la composante psychologique va être variable. Ça va être interprété par mon organisme d'une manière différente, bien sûr, et pourtant sur la même activité. Et ça, on pourrait étendre cette logique-là à vivre un deuil, vivre toutes les difficultés stressantes de votre vie, ou peu importe. Donc, bien sûr que ça va varier. Mais quand même, je reviens au fait que peu importe votre perception, l'individu, votre génétique, votre psychologie, vos expériences de vie, ça va toujours être la même réponse biologique. Donc, le SGA, toujours les mêmes événements. Okay? Ça, c'est vraiment important. L'autre chose qui est importante, c'est mes 2 encadrés. Il y a l'hypothalamus qui est impliqué et les glandes surrénales. Donc, peu importe la phase
ou l'étape, si vous voulez, du syndrome général d'adaptation qui va être impliqué, c'est toujours les deux mêmes organes. Et l'idée, c'est qu'on part toujours de l'hypothalamus qui va analyser votre stress, qui va prendre une décision et qui va activer les glandes surrénales, et les hormones qui seront relâchées par les glandes surrénales auront différents impacts, différents effets biologiques. Et tout ce que ça fait, c'est peut-être la chose la plus importante aujourd'hui, puis vous allez peut-être l'oublier éventuellement, mais c'est ça que je veux vous retenir, c'est que ce soit la phase d'alarme qu'on va beaucoup étudier en détail ou la phase de résistance qu'on va étudier en détail aussi, c'est toujours l'hypothalamus, la glande surrénale. La seule différence entre les deux étapes, c'est que l'hypothalamus, lui, il va stimuler d'une manière A, on va dire, les glandes surrénales, qui vont répondre d'une certaine manière si on est en phase d'alarme. Mais si on est en phase de résistance, l'hypothalamus va stimuler encore une fois les glandes surrénales, mais d'une manière B, de façon différente, ce qui va enclencher d'autres hormones qui seront relâchées par les glandes surrénales, et on aura des effets différents. Donc, les phases d'adaptation du stress au niveau du SGA vont être différentes. Les hormones impliquées sont différentes, mais c'est toujours les deux mêmes organes. OK? Et là, je vais le faire déjà. Ça va apparaître dans la prochaine diapo que je passerai plus vite. Mais déjà, vu que je suis dans le sujet, il y a comme 3-4 mots-clés que je veux que vous reteniez pour distinguer les différentes phases. Et une fois que ça sera clair, on pourra expliquer en détail ce qui se passe. La phase d'alarme, ça va se produire seulement quand on a un stress à court terme ou qui ne dure pas longtemps. Donc, on va dire une courte durée. Ça, c'est le premier élément. Donc, l'hypothalamus, lui, va toujours distinguer quel type de stress. Alors, j'ai dit tantôt qu'il ne fait pas la distinction entre un bon ou un mauvais stress, mais il va faire la distinction entre un stress qui est court ou, au contraire, un stress qui dure longtemps, qui est à long terme ou de longue durée. Ça, il est capable de détecter ça et il ne fera pas la même réponse biologique. Okay? Et là, vous vous demandez, c'est quoi un stress de courte durée? Très simple. Vous faites un examen de biologie avec moi qui dure 2 heures, 2 heures et demie. C'est un stress d'une couple d'heures qui est intense, mais après les 2 heures, 2 heures et demie, c'est terminé. Et donc, la réponse biologique qui va être enclenchée, ça va être une réponse associée à la phase d'alarme. Vous faites un sport. Donc, c'est peut-être plus agréable de faire un sport qu'un examen, mais c'est la même réponse, une réponse d'alarme. Vous jouez une partie de hockey, vous faites un sport d'une couple d'heures, c'est fini. OK? Donc, courte durée. Une longue durée, c'est quand le stress va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. OK? Et évidemment, tout stress commence toujours par sa forme d'alarme, sa forme courte durée. S'il arrête comme un examen, on ne passe pas à la phase de résistance, mais si le stress perdure dans le temps, là, on va tomber en phase de résistance. Comme une deuxième façon de se protéger qui est un petit peu différente. On va y mettre une réponse qui aura des effets à plus long terme, plus solides. On vient renforcer, en fait, l'étape 1. Et je vous donne un exemple classique. Vous finissez votre deck, vous êtes content, vous passez des entrevues pour votre premier emploi. Donc, on pourrait considérer que le fait de subir une entrevue par vos futurs patrons, c'est un stress associé à une courte durée, donc la phase d'alarme. Même les premiers jours, premières semaines, vous voulez plaire, il y a beaucoup d'informations, c'est stressant et tout, le temps que vous prenez un peu d'expérience, on est encore en phase d'alarme. Mais éventuellement, ça fait 10, 15 ans que vous travaillez dans un département, un hôpital quelconque, et là, vous êtes tanné. Vous êtes tanné de faire toujours la même chose. Vous êtes tanné de l'équipe qui n'est pas, depuis quelques années, qui n'est plus tellement agréable, des nouvelles personnes que vous n'aimez pas trop, puis un patron vraiment désagréable. Le nouveau boss, depuis 4-5 ans, il n'est pas fin, puis il vous stresse. Donc là, l'entrevue, c'était un stress de courte durée, mais tous ces années à faire quelque chose que vous n'aimez pas, contre nature ou peu importe, dans un contexte désagréable, là, ça devient un stress à long terme, longue durée. Donc là, on tombe en phase de résistance. Vous allez voir, dans le cours, je distingue beaucoup la réponse biologique entre les deux, mais évidemment, dans la vraie vie, c'est pas juste que vous êtes en phase d'alarme ou de résistance. Vous avez des multiples facteurs de stress et il y a, parmi ceux-là, exemple, faites un examen en 3e année de cégep. Vous avez un stress d'alarme, c'est sûr, pour l'examen, mais ça fait 3 ans que vous êtes dans le jus et que vous pédalez, ça se peut que vous êtes aussi en phase de résistance pour plein d'autres facteurs. Donc, souvent, tout ça se mélange parce que, évidemment, on n'a pas juste un stress. Mais la logique devrait être quand même apprise en comprendre qu'on distingue toujours les premières étapes.
Et ce qui est implicite des premières étapes, des deuxièmes étapes, et ce qui est implicite dans ce que j'ai dit, mais je pense que vous le comprenez bien, on commence toujours par la phase d'alarme pour un facteur donné, un facteur de stress, et s'il perdure plus longtemps, ben on tombe en phase de résistance. OK? Maintenant, tant qu'être là-dedans, ben je vais faire tout de suite la phase d'épuisement. Ici, là, j'en parlerai pas beaucoup. En fait, j'en parle maintenant, mais j'en reparlerai plus. Il n'y a pas de réponse biologique. Il n'y en a plus d'adaptation. OK? Donc, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de réponse biologique. Et ce que vous pouvez noter, c'est que quand tu tombes en phase d'épuisement, c'est un stress vraiment à très, 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 très long terme. C'est que là, à un moment donné, la phase de résistance ne suffit pas à la tâche. Hein? Si l'alarme ne fonctionne, si la réponse d'alarme, ça ne suffit pas, on peut tomber en phase de résistance. On a une autre réponse qui s'enclenche. Si ça ne suffit pas, on tombe en épuisement. Mais là, il n'y a pas de réponse biologique. Et là, vous vous dites, ouais, mais en quoi ça nous aide? Ben, ça nous aide plus ou moins, en fait. C'est comme la dernière étape avant une maladie grave ou la mort, entre guillemets. L'épuisement, c'est vraiment le moment où vous tombez vraiment, le corps lâche prise. OK? Donc, vous tombez en burn-out ou avec des dépressions sévères, un épuisement physique, psychologique extrême. Puis là, je fais attention, un épuisement professionnel de type burn-out et tout ça, ce n'est pas toujours parce que vous êtes en phase d'épuisement. Il peut y avoir des causes différentes, évidemment. Mais, en gros, c'est là qu'on a vraiment des gros problèmes. Puis si j'exagère un petit peu en caricaturant, mais c'est un peu comme si votre corps se dit, ben là, ma réponse biologique associée à la phase d'alarme ou de résistance ne suffit plus. Donc là, il faut le retirer. Il faut que je te retire de ton contexte stressant parce que c'est dangereux, là. Donc, tu tombes, tu t'épuises, burn-out, n'importe, qu'est-ce qui arrive? Ben là, le médecin te donne un 6 mois de congé, tu retournes à la maison, et là, on te retire, on te force à te retirer du milieu. C'est comme ça que tu y arrives, là. C'est vraiment comme une réponse biologique qui ne se fait plus. On n'est juste plus capable là, de s'adapter. C'est pour ça que je disais, c'est comme, on le met dans les 3 phases, mais c'est vraiment la phase la plus... c'est la dernière. Après, il n'y a pas d'étape 4. Après, c'est fini pour vous, en fait. OK? Donc, c'est vraiment les 2 premières étapes que des réponses biologiques organisées, mais plus que je vais descendre vers l'étape 3, plus que les conséquences sur votre corps et votre santé physique, mais aussi mentale, vont être importantes. Et phase 3, c'est la pire des phases, en fait, parce qu'on n'a plus d'hormones, on n'a plus de réponse biologique qui peut nous aider, puis c'est là qu'on tombe vraiment en épuisement professionnel ou trouble psychologique ou biologique. OK. Donc, il n'y a pas grand-chose à expliquer, en fait, sur la 3 en termes de réponse. C'est beaucoup les 2 premières qu'on va parler. Maintenant, je vais revenir, avant d'aller plus loin, je reviens à la phase d'alarme. Donc maintenant, vous savez que c'est un stress de courte durée. L'autre chose que je veux que vous ajoutiez dans vos notes avant d'aller plus loin, et si vous pouvez vous souvenir de ça par cœur, ben ça va devenir plus simple ensuite. C'est une réponse biologique qui est rapide. C'est donc une réponse nerveuse. La phase d'alarme, vous pouvez rajouter nerveuse, mais aussi rapide. C'est que c'est un stress à court terme, de courte durée, mais la réponse biologique, c'est que l'hypothalamus va déclencher des influx nerveux. Et ça va me permettre de m'adapter de façon rapide. Vous le savez maintenant, un influx nerveux, c'est très, très rapide. Donc, ça nous permet d'avoir une réponse pratiquement immédiate. OK? Et la réponse biologique est associée à une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Ça ne vous surprend pas parce que vous savez, quand on est stressé, souvent on dit dans le langage courant, on est sur l'adrénaline, on fait de l'adrénaline. Donc, dans un sport, un examen, un stress à court terme, en phase d'alarme, on fait de l'adrénaline. Et déjà, il y a des gens qui me disent « Ouais, tu me parles d'une réponse nerveuse, puis là, tu me dis que l'adrénaline, c'est une hormone. » Effectivement, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui déclenche la production de l'adrénaline. C'est une réponse nerveuse. En d'autres mots, je vous dis nerveux parce que c'est très rapide, la production de l'adrénaline. L'hypothalamus envoie un influx nerveux qui stimule très rapidement les glandes surrénales, et quand elles sont stimulées, elle fait de l'adrénaline. Et tout ce que ça fait, ce que je vais vous expliquer en fait, c'est que tous les effets biologiques de l'adrénaline, ça va être ça, la réponse d'alarme. C'est les effets de l'adrénaline, en fait. OK? Donc, les effets biologiques associés à l'adrénaline, c'est ça qui va vous permettre de vous adapter au stress. Ce qu'on appelle donc le syndrome général d'adaptation au stress pour la première phase. Ton stress c'est terminé, on n'a pas besoin d'aller en résistance. S'il persiste dans le temps, il dure plus longtemps, là, on va en phase de résistance, comme je le disais tantôt. Et là, la grosse différence, c'est qu'on tombe en stimulation, en régulation hormonale. Ça va être toujours l'hypothalamus qui contrôle les surrénales, mais là, l'hypothalamus va utiliser des hormones pour... puis même des hormones qui vont stimuler l'adénohypophyse, qui à son tour va stimuler les glandes surrénales. Et
Cette fois-ci, on aura encore une fois une réponse hormonale, mais les deux hormones qu'il faut garder en tête, c'est le cortisol plus l'aldostérone. Et on ne fait pas d'autre chose. Et encore une fois, ces deux hormones-là auront des effets un petit peu différents de la phase d'alarme, mais c'est ça qui va vous permettre de vous adapter pendant la phase de résistance. Et en épuisement, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'influence, j'ai dit tantôt, il n'y en a plus de réponse biologique, là, c'est là qu'on tombe vraiment. Donc, ça a l'air compliqué, mais on peut résumer ça en 3 mots. Comment on fait pour s'adapter au stress? Très simple. Tu fais de l'adrénaline ou du cortisol puis de l'aldostérone. Si c'est une phase d'alarme à court terme, tu fais de l'adrénaline. Puis si c'est en résistance, tu fais du cortisol et de l'aldostérone. Ça sera donc les effets associés à ces 3 hormones-là qui vont nous permettre de s'adapter. Donc déjà, si vous faites cette distinction-là, ben, le reste va être plus simple quand vous allez étudier à la maison. Maintenant, ici, je ne mettrai pas ces figures-là à l'examen, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Donc, on a vu tantôt que l'hypothalamus au niveau du cerveau va contrôler les glandes surrénales. Il y en a une ici, une deuxième, surrénale sur les reins. Okay? Donc, tu as 2 reins ici et j'ai les 2 glandes surrénales. Faites attention, vous confondez souvent les mots. Les reins, c'est matière à bio2, j'en parle même pas, mais vous savez probablement que ça filtre le sang pour produire de l'urine. Okay? Et là, vous confondez avec les surrénales, parce que ça sonne pareil. En fait, c'est vrai que les glandes surrénales sont situées sur les reins, mais n'ont aucun rapport avec le rôle des reins. En fait, on fait des hormones de stress. OK? Donc, c'est complètement autre chose. Les reins ont une autre fonction. Si je fais un agrandissement de la glande surrénale, vous remarquez que comme beaucoup d'organes, on a déjà vu ces termes-là, pour exemple, le cerveau, hein, le cortex, du cerveau, du cervelet, peu importe. Donc, les glandes surrénales, c'est la même chose. Il y a un cortex, ça veut dire quoi? Ça veut dire le contour comme ça de la glande. Et vous avez la médulla, M pour milieu, qui est en fait le centre ici de la glande. C'est important de les distinguer parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Okay? Donc, le cortex surrénal, c'est plutôt associé à la phase de résistance. C'est cette partie de la glande surrénale qui va émettre le cortisol, hein, qu'on va libérer le cortisol et l'aldostérone que je parlais tantôt. Donc, hormones associées à la phase de résistance. Donc, ça, c'est pour le cortex surrénal. OK? Donc, on est ici en surface. Si on parle de la médulla surrénale, donc M pour milieu, là, on est associé, en fait, la médulla surrénale va permettre de libérer l'adrénaline, donc cette hormone qui est associée à la phase d'alarme du SGA. Fait que c'est un peu comme le pancréas. Je vous demandais d'apprendre que les cellules alpha faisaient du glucagon, cellules bêta de l'insuline. Ben, c'est la même chose ici. Je veux que vous soyez capable d'associer la bonne région de la surrénale aux hormones. Donc, cortex surrénal, cortisol, aldostérone. Si un jour, votre patient a un problème au niveau du cortex surrénal, des lésions, peu importe, une infection qui abîme un cancer, bien, vous attendez qu'on va avoir un problème de production de ces 2 hormones-là. Donc, les effets associés au cortisol, aldostérone pourraient être affectés. Si, au contraire, c'est le centre, donc la médulla de la surrénale qui est affectée, bien, on n'aura pas d'adrénaline, peut-être. Okay? Donc, c'est un peu pour ça qu'on vous demande de connaître vos régions. Maintenant, une fois que tu sais ça, ce qui va être important de comprendre, c'est justement qu'est-ce qui se passe. Alors, cette diapo-là est extrêmement importante, mais je l'ai déjà faite en début de capsule. Je vous ai dit les mots importants de parenthèse. Donc, celle-là, elle vous sert un petit peu comme d'aide-mémoire, mais tout ça a déjà été étudié, fait que je ne vais pas me répéter. Okay? Donc, stress de courte durée, c'est une réponse rapide nerveuse, on fait de l'adrénaline, même chose pour résistance, cortisol, aldostérone, longue durée, parfait, c'est une réponse hormonale. Okay? Épuisement, ça ne s'adapte pas. Donc ça, vous le savez, mais c'est une bonne image à regarder avant d'étudier. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est de comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans la phase d'alarme, qu'est-ce qui se passe dans la phase de résistance. Première des choses, quand on regarde ce schéma-là, ça a l'air compliqué, bien en fait, mon objectif, c'était de vous simplifier la tâche. Donc, évidemment, dans votre livre, il n'en parle pas beaucoup, mais si vous regardez d'autres livres de biologie, c'est complexe, c'est des pages d'explications et tout ça, mais dans le fond, ça se résume. Puis là, je vous le dis tout de suite, il y a du par cœur en bio, mais il y a aussi la compréhension qui peut nous aider. J'ai toujours des étudiants dans ma classe qui vont apprendre ça par cœur et qui vont s'en sortir, mais il y a beaucoup de stock à la fin de session avec tous les examens et les cours. Donc moi, je suggère plutôt de réfléchir. Il y en a peut-être 1 ou 2 que vous allez avoir à apprendre par cœur, les autres vont juste se réfléchir.
Et si tu te souviens de ton équation de la respiration cellulaire, je t'ai revenu là, avec ça un peu pour la thyroïde, mais c'est encore la même chose. Donc, la phase d'alarme, là, vous vous demandez, je ne l'ai pas dit clairement encore, mais à quoi ça sert? Comment ça me protège? Et là, regarde bien ça va te surprendre. Tout ce qu'on veut, c'est d'augmenter la production de l'ATP. Et en fait, l'objectif ultime de la phase d'alarme, c'est d'augmenter ton taux de sucre sanguin, ta glycémie. C'est tout. On pense toujours que le corps humain est très complexe, puis là, ouais, un stress, on va s'adapter de millions de façons. En fait, la réponse est très simple. On fait du sucre. T'es stressé, on augmente la glycémie. Pourquoi? Parce que je veux faire de l'ATP. Et là, j'ai une partie de la respiration cellulaire ici. Hein? C'est le glucose plus l'oxygène donne de l'ATP. Là, je n'ai pas fait l'équation complète. Vous savez que c'est de l'ATP, plus de la chaleur, plus de l'eau, plus du CO2. Mais juste avec cette partie-là, c'est suffisant pour comprendre la phase d'alarme. Donc, moi, ce que je vous suggère, si ce n'est pas déjà fait, on l'a dit plusieurs fois dans la session, mais cette équation-là, par cœur. Tu veux faire de l'énergie, glucose, oxygène. OK? Et l'ultime objectif de la phase d'alarme, c'est de faire un maximum d'ATP, mais pas n'importe où, pas dans l'estomac. On s'en fout de la digestion pendant un stress. Exemple, si vous luttez pour votre survie, souvent dans les livres, il y a plusieurs livres qui prenaient l'exemple, tu es dans la forêt, il y a un ours qui menace ta vie, ou tu es dans une banque, puis il y a un hold-up, puis tu as un gun sur la tête. Peu importe, tu es dans une situation où ta vie est menacée, c'est sûr que c'est un stress à court terme. Ton but, c'est de faire de l'ATP. Là, je te dis, exemple, tu es avec l'ours. Est-ce que c'est bien important de gérer ton Big Mac du matin, du midi, pendant que tu luttes pour ta survie? Certainement pas. Donc, l'idée de la phase d'alarme, c'est de bloquer la production de l'ATP dans les organes moins importants et de la maximiser à 2 endroits. Dans le fond, la phase d'alarme, ce qu'on dit, c'est de faire une production maximale d'ATP dans le cerveau, les muscles squelettiques, les muscles de vos membres, les bras, les jambes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu prennes au niveau de ton cerveau les meilleures décisions possibles. Donc, tu appréhendes la situation, les décisions rapides et intelligentes rapidement. Si je ne fais pas d'ATP dans le cerveau, les influx nerveux se font moins bien, puis là, certaines régions du cerveau fonctionnent moins bien. Donc, on ne veut pas ça. On veut un cerveau en alerte. On veut des muscles prêts à te faire courir, à te battre ou peu importe. Et cette logique-là, on dit souvent dans le livre de bio, la lutte pour la survie, c'est ça, le stress d'alarme. Tu dis, ouais, mais là, attends un peu, je joue une game de hockey, je ne vais pas mourir. Je fais un examen de bio, je ne vais pas mourir. Non, mais ton corps interprète ça de la même manière. Tu fais un examen de bio, peut-être que tu ne vas pas courir, puis tu es assis, mais c'est un stress qui fait qu'on veut que ton cerveau fonctionne au maximum de ses capacités. Donc, maximum de production d'ATP dans le cerveau, les muscles. OK? Là, ta survie, tu le comprends bien, une partie de hockey, que je disais, ou de soccer ou de la danse, c'est un stress. Je veux un maximum d'ATP aussi pour prendre les meilleures décisions dans mon sport, pour ajuster un mouvement technique, que ce soit la danse ou un sport quelconque. Mes muscles, évidemment, je vais les utiliser, bien sûr, pour réaliser mon sport. Donc, peu importe le stress que vous allez me demander, si je suis en phase d'alarme, on veut toujours un max d'ATP dans le cerveau et les muscles. Donc, c'est relativement simple. Ça, c'est la première chose à savoir. Fait qu'avant de rentrer dans le détail, tu te dis toujours en bio, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux faire de l'ATP. Dans le cerveau-muscle. La deuxième question, comment je fais de l'ATP? Glucose plus oxygène donne de l'ATP. Et ce que je viens de dire là, c'est pas très compliqué pour 99,9% de mes étudiants. Et la beauté de ce que je viens de faire, en vous expliquant, ben, au lieu d'apprendre par cœur tout ça, vous allez pouvoir toutes les déduire si vous avez compris ces deux concepts-là. Donc, comment ça marche? Ben, premièrement, ce que je fais dans l'encadré ici, c'est la régulation, et ce qui est en vert et bleu pour le reste, c'est les effets. Donc, tu as un stress à court terme, ta phase d'alarme est déclenchée par l'hypothalamus. L'hypothalamus détecte que ce soit un stress à court terme, il envoie un influx nerveux, c'est donc une réponse très très rapide. On stimule la médulla surrénale, donc cette partie des glandes surrénales qui est responsable de faire de l'adrénaline, et aussitôt, on fait de l'adrénaline. Et ton adrénaline aura différents effets, et les effets associés à l'adrénaline, c'est justement les effets qui vont te permettre de t'adapter au stress. Et en gros, vous le savez déjà, j'ajoute des détails, mais en gros, c'est d'augmenter la glycémie, augmenter l'oxygène pour produire beaucoup d'ATP dans le cerveau et les muscles. C'est juste ça l'objectif. Alors, on va les prendre, ces effets-là. Je vous pose la question, l'oxygène vient d'où? Bien évidemment, tout le monde sait que c'est avec les poumons, on respire. Donc, l'adrénaline, si je veux augmenter la production d'ATP, est-ce que tu veux augmenter le glucose et l'oxygène ou tu veux le diminuer? Bien, je veux plus d'ATP. Si j'en veux plus,
ça veut dire que j'ai besoin de plus de glucose, plus d'oxygène. Donc, c'est de la grosse logique. Et je vous dis maintenant, ben, si je veux plus d'oxygène, tu respires plus vite ou moins vite? Ben, je vais respirer plus vite. Si tu respires 15 fois par minute, tu vas chercher une certaine quantité d'oxygène. Si je respire 25 fois, ben, pour la même minute, je respire plus, je vais chercher plus d'oxygène. Donc, le premier effet de l'adrénaline, c'est d'augmenter ta fréquence respiratoire, ce qu'on voit ici avec les poumons. Donc, l'effet ici, les poumons augmentent la quantité d'oxygène. Comment? Ben, premièrement, j'augmente la fréquence respiratoire et je fais une bronchodilatation. Ça veut dire quoi? Ben, imagine-toi tes bronchioles ou des bronches, des petits tuyaux, des petits conduits respiratoires. Si je suis petit comme ça ou gros comme ça, en situation A, c'est petit, B, c'est grand. Bronchodilatation dilatée, c'est la situation B. A, petit, c'est une bronchoconstriction. Je te pose la question, je veux plus d'oxygène, tu veux la situation A ou B? Bien évidemment, je pense que tout le monde comprend que si le diamètre est très grand, il y a plus d'air qui passe, donc plus d'oxygène. Alors, l'adrénaline, c'est simple. On veut maximiser la quantité d'oxygène dans mon équation. Je vais ouvrir les conduits respiratoires, donc les bronchioles, exemple, bronchodilatation, et j'augmente la fréquence respiratoire qui, en bout de ligne, vient d'augmenter l'oxygène. OK? Donc, j'ai une partie de mon équation, ce qui fait du sens. Ça, c'est le premier effet de l'adrénaline. Le glucose, même question. L'oxygène, je vous demandais d'où ça vient. Vous m'avez dit les poumons. Si je veux plus de glucose pour faire plus d'ATP, il vient d'où le glucose? Mais là, vous commencez à le savoir. On a vu ça dans le contexte de pancréas, puis de thyroïde et tout ça. C'est toujours les deux mêmes places. Il est dans la réserve d'énergie à court terme pour le glycogène, foie et muscles. Puis tu as aussi des réserves de graisse qu'on pourrait utiliser éventuellement. Donc, le glucose, j'en veux plus. Alors, l'adrénaline, qu'est-ce qu'elle va faire sur le foie? Évidemment, ça va dire au foie, est-ce que tu vas utiliser tes réserves ou tu vas stocker? Ben, en fait, l'adrénaline va dire au foie, prends ton glycogène, qui est ta réserve de glucose, casse-les en morceaux et transforme-les en glucose. On appelait ça la glycogénolyse. On a vu ça dans plusieurs capsules. Donc, l'adrénaline, littéralement, favorise la glycogénolyse ou l'utilisation de la réserve pour remonter ton taux de sucre. On va faire aussi de la néoglucogénèse, transformer des protéines, des graisses en quoi? En glucose. Donc, l'autre effet de l'adrénaline, c'est d'augmenter ta glycémie, ton glucose. Fait que j'augmente l'oxygène, j'augmente le glucose. C'est parfait. Maintenant, une fois que tu as tes deux éléments ici, je vous pose la question, est-ce qu'on veut que le glucose et l'oxygène circulent tranquillement dans le vaisseau sanguin ou tu veux que ça circule très très vite pour aller alimenter le cerveau et les muscles le plus rapidement possible en situation de stress, d'alarme? Bien évidemment, on veut que ça circule vite. Donc, si tu veux que ça circule plus vite, j'ai plus de glucose, plus d'oxygène, mais il faut délivrer ça plus rapidement aux cellules. Donc, est-ce que le cœur va pomper plus vite ou moins vite? Bien évidemment, la fréquence cardiaque augmente. Donc ça, c'est un troisième effet de l'adrénaline. Ton adrénaline va augmenter ta fréquence cardiaque, donc pompe plus. Si je pompe plus, le sang circule plus vite. Et si je circule plus vite, la livraison des nutriments, donc oxygène et glucose, va arriver plus vite dans les cellules. OK? Alors, ça, c'est une chose. Et tout ça, toujours pour la même logique, plus de glucose, plus d'oxygène, salive plus vite. Pour faire quoi? De l'ATP. Donc, dans l'ensemble des cellules de l'organisme, toutes les cellules, en fait, c'est une majorité des cellules qui ont des récepteurs à l'adrénaline. Donc, l'ensemble des cellules de l'organisme va augmenter la production d'ATP ou d'énergie. OK? Fait que dans le fond, l'effet sur les poumons, puis sur le cœur, puis le foie, c'est juste pour aller chercher du glucose, de l'oxygène en quantité maximale. Mais le but ultime, c'est de produire de l'ATP dans les cellules de l'organisme. Et je l'ai dit tantôt, est-ce que c'est hyper important quand tu es en situation de stress pour lutter pour ta survie, pendant la phase d'alarme, de digérer le petit repas du matin? Certainement pas. De produire de l'urine? Pas vraiment. Au niveau de la peau? Pas vraiment. On veut le cerveau, les muscles, puis les organes comme le cœur, les poumons qui m'aident à m'adapter. Donc, on va aller bloquer les systèmes inutiles pour l'instant, ou qui ne sont pas essentiels. Et c'est beaucoup ça l'adrénaline. On stimule l'activité. Dans le fond, c'est associé au sympathique. Hein? On stimule l'activité des poumons, du foie, du cœur pour aller chercher du glucose, puis l'oxygène et tout ça. Mais on va bloquer, exemple, le système digestif, le système urinaire. Donc ça, c'est l'autre affaire qu'il faut comprendre. L'adrénaline vient bloquer. C'est une hormone qui empêche l'effet
les contractions musculaires de l'estomac, les processus d'absorption au niveau de l'intestin, toute la digestion, tout le système digestif va être ralenti. Urinaire, même chose. C'est pas ça qui presse, là. Donc, on va bloquer. Ce qui m'amène au cardiovasculaire, un élément peut-être le plus compliqué aujourd'hui pour cette phase d'alarme. Quand on dit une meilleure répartition du sang, c'est pas clair. Et là, vous allez rajouter ça. Il manque ça sur ma diapo. Donc, vous écoutez bien, puis vous reculez la capsule au besoin. Meilleure répartition du sang, c'est simplement qu'il y a des vaisseaux qui vont s'ouvrir, d'autres fermer. Donc, il y en a qui vont faire de la vasodilatation. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un très grand diamètre. Et il y en a d'autres qui vont faire une vasoconstriction. Ça vous surprend. Petit diamètre, ouais, mais ça me sert à quoi? Je veux-tu plus de sang, moins de sang? Je vous ai dit tantôt que le cœur pompait plus vite pour amener plus de sang. C'est vrai, mais je reviens avec le concept du digestif urinaire. Est-ce que tu veux plus de sang partout ou juste aux endroits essentiels? Juste aux endroits essentiels. Donc, en fait, ce que vous allez noter, c'est que la vasodilatation, ça va être dans les organes cruciaux. Exemple, on va vasodilater au niveau du cerveau. Les artères qui alimentent le cerveau grandissent pour amener plus d'oxygène, de glucose au cerveau. Dans les muscles, parce qu'on veut un maximum d'ATP, donc dans ces organes-là, donc on veut plus de glucose, d'oxygène, fait que si j'augmente la quantité de sang qui arrive. Mais on va la bloquer où? Bien, exactement ce qu'on dit ici. On va faire une vasoconstriction au niveau de tous les organes digestifs, estomac, intestin, la vessie, donc tout le système urinaire, même les reins. OK? La peau, vous pouvez ajouter ça aussi. Donc, je répète, la peau, la vessie, estomac et tous les organes digestifs. Là, on va faire une vasoconstriction. Pourquoi? Parce qu'en limitant la quantité de sang dans ces organes-là, on peut en maximiser dans les endroits plus urgents. Puis, tout ce que je viens de dire, ben, c'est ta phase d'alarme. OK? Donc, en fait, on dirait que j'ai dit beaucoup de choses, puis c'est très compliqué, parce que il fallait que je prenne le temps de vous expliquer, mais si on n'explique pas tout, puis qu'on ne justifie pas, puis on veut juste étudier, mais c'est relativement simple, si vous le faites en ordre. Donc, je vous ai dit tantôt, un truc, je vous en donne un deuxième pour étudier. Le premier truc que je vous ai dit, ben, avant de vous lancer là-dedans, il faut vraiment que vous connaissiez votre petite équation puis comprendre l'objectif de la phase d'alarme. Ça, c'est facile. Pour ce stress à court terme, je veux faire quoi? Je veux produire beaucoup de glucose, beaucoup d'oxygène, maximum d'ATP cerveau-muscle. Donc ça, c'est réglé. L'autre truc que je vous donne, oui, vous allez pouvoir les déduire, mais il y a un certain ordre logique. Il y a des gens qui vont commencer par le digestif, vaisseau, mais comprenez deux choses. Je veux plus de glucose, donc où je vais le chercher. Je veux plus d'oxygène, où je vais le chercher. Logiquement, je commence comme ça. Ensuite, j'augmente la circulation sanguine pour que ça arrive plus vite. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Puis le troisième, ben, je fais de l'ATP. Donc, en ordre logique, ça fait du sens, ça se retient mieux. OK? Puis en gros, ben là, je le résume rapidement. Puis si vous avez déjà compris, sautez ce bout-là. Mais pendant 30 secondes, je vais juste résumer pour aider peut-être les gens que c'est moins clair. Vous savez quoi? Phase d'alarme, on commence toujours par l'hypothalamus, influx nerveux, glande surrénale, je fais de l'adrénaline. Maintenant, comment ça nous adapte, l'adrénaline? Bien, rapidement, on va aller chercher du glucose au niveau du foie. Donc, on stimule la glycogénolyse, la néo au niveau du foie pour augmenter le glucose sanguin. On va dire au poumon, augmente ta fréquence respiratoire, grossit, donc bronchodilatation des bronches pour avoir un maximum d'oxygène. Donc, plus de glucose, plus d'oxygène. Je vais dire au cœur, pompe plus vite, j'augmente la fréquence cardiaque, mais en même temps, je vais faire une meilleure répartition du sang. Donc, des vasoconstrictions dans les organes inutiles, pour l'instant, exemple digestif, urinaire, mais, ou la peau, ou bien, je vais faire une vasodilatation pour les organes cruciaux, comme le cerveau, les muscles. Donc, rapidement, j'ai un maximum d'oxygène, de glucose qui sont délivrés dans les organes essentiels. En même temps, je viens bloquer ce qui n'est pas tout à fait important. OK? Et dans le fond, la phase d'alarme, c'est pour ça que quand on a un stress, c'est pas bon pour la santé d'avoir un stress 24 heures sur 24 pendant 40 ans. Notre réponse biologique est faite pour nous adapter à un stress de courte durée et on espère que dans les minutes, l'heure qui suit, ça va être terminé. Parce qu'éventuellement, il va falloir digérer, il va falloir de baisser la glycémie. C'est pas toujours bon pour la santé d'être en hyperglycémie et tout ça. Donc, c'est vraiment un mode d'urgence. Un stress, ton corps se dit, on est en urgence, on y va pour battre le stress, puis ensuite on revient normal. C'est un peu ça l'idée. Si ton stress dure plus longtemps, puis perdure dans le temps, et ça devient un stress de longue durée, à long terme, là, tu tombes en phase de résistance. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'hypothalamus
est toujours impliqué dans les deux phases, puis les surrénales aussi. Sauf que l'activation des surrénales, là, c'est plus une voie nerveuse, c'est une voie hormonale. Donc, la grosse différence, en fait, vous allez voir, on a déjà parlé un petit peu très rapidement dans l'ancienne capsule, la dernière, en fait, avec l'adénohypophyse. Alors, ici, en phase de résistance, il y a une RH qui est produite. Donc, l'hypothalamus, tantôt, faisait un influx nerveux. Dans ce cas-ci, il fait une hormone RH, la CRH. Donc, ça, c'est du par cœur. On va stimuler, vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà dit que la RH, c'est une hormone qui stimule l'adénohypophyse et les RH sont toujours produites par l'hypothalamus. Donc, cette CRH spécifique va activer l'adénohypophyse et en réponse, elle va faire de la CTH. La CTH quitte le cerveau, retourne en circulation sanguine et va stimuler les glandes surrénales. Et c'est encore une fois les glandes surrénales, mais là, on est au niveau du cortex surrénal. OK? Et là, on va émettre deux hormones, cortisol et aldostérone. Et là, faites attention, dans beaucoup de livres de bio, beaucoup de profs vont parler seulement de glucocorticoïdes et minéralcorticoïdes. En fait, le Madère utilise ces termes-là, mais n'utilise pas le terme cortisol-aldostérone. Donc, pour mon examen, vous devez être à l'aise avec les deux termes. Mais je fais une nuance quand même. Moi, ça m'achète le glucocorticoïde parce que c'est une famille de molécules. Puis les minéralcorticoïdes, c'est une famille de molécules. Donc, le cortisol, c'est un membre des glucocorticoïdes, mais c'est surtout le cortisol qu'on étudie ici. L'aldostérone, c'est une hormone parmi tant d'autres qui fait partie des minéralcorticoïdes. Mais dans plusieurs livres de biologie, ils utilisent ça pratiquement comme des synonymes. Donc, dans le cours, il faut voir ça un petit peu comme des synonymes. Et si, quand tu travailles, tu entends le mot glucocorticoïde, ben dis-toi que c'est comme du cortisol. Fait qu'à l'examen, je pourrais dire juste glucocorticoïde, puis toi, il faut que tu penses que c'est le cortisol. Même chose pour ici, pour minéralcorticoïde. Donc, c'est comme des synonymes. Apprenez les deux. OK, qu'est-ce qui se passe? Ben là, première chose, bon, il y a plusieurs différences qu'on vient de voir, mais l'autre différence que je n'ai pas focusé tant que ça, c'est que les glandes surrénales en phase de résistance ont fait deux hormones en même temps. Tantôt, c'était juste l'adrénaline, là, on a les glucocorticoïdes et les minéralcorticoïdes. Donc, dans ce cas-ci, ton cortisol, il y a deux effets. Ton premier effet, on augmente la glycémie. Et là, on n'a pas spécifié, on verra ça à la prochaine diapo, mais c'est toujours la même chose. On va chercher le glucose, le glycogène dans le foie et tout ça. Puis, à la limite, on pourra aller chercher les tissus adipeux aussi à partir des graisses et tout. Mais bref, si on simplifie, on augmente la glycémie. Pourquoi? Pour la même logique que tantôt, on augmente la production d'ATP et c'est toujours la même équation, oxygène plus glucose donne de l'ATP. OK? Donc, c'est la version simplifiée, évidemment. Alors là, vous dites, ouais, mais c'est exactement le même objectif que la phase d'alarme. C'est exactement la même chose. On n'a pas d'autres objectifs. On veut un max d'ATP dans le cerveau, dans les muscles. La seule différence, c'est qu'on vient renforcer l'effet de la phase d'alarme. Donc, la phase d'alarme, de résistance, pardon, avec le cortisol et l'aldostérone, c'est moins rapide comme réponse. C'est pas un influx nerveux. Il faut avoir le temps Tantôt, on faisait un influx nerveux, adrénaline, prendre une seconde. Ici, il faut que l'hypothalamus fasse du CRH, il faut stimuler l'adénohypophyse, il faut que la CTH sorte, retourne en circulation sanguine, finisse par trouver les glandes surrénales, qui là va déclencher la production de cortisol et d'aldostérone. Donc, c'est beaucoup plus long. Mais l'effet va durer plus longtemps. L'adrénaline a un effet, c'est un peu comme le sympathique, dans le fond, un peu comme la noradrénaline, c'est une hormone qui peut avoir un effet rapide. Ça peut durer quand même quelques temps, mais l'effet dure moins longtemps que le cortisol, généralement. Et donc, ici, on va avoir un effet à plus longue durée. La réponse hormonale est plus longue, mais ça va durer un peu plus longtemps. Alors, c'est un peu le concept de la résistance. C'est que la phase de résistance, c'est le même objectif, faire de l'ATP rapidement dans le cerveau et les muscles, mais on vient renforcer l'effet de la première étape et on vient aussi augmenter l'effet en termes de durée. Sauf que il y a des effets un petit peu différents. Et si je reviens au cortisol ou glucocorticoïde, si vous préférez, on augmente la glycémie, donc on vient jouer au niveau du glucose ici, comme tantôt. Le problème, c'est le deuxième effet. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est pas un avantage, c'est un problème. Et là, des fois, vous ne comprenez pas, vous me dites, ouais, mais pourquoi on a le deuxième effet? Ben, parce qu'on est mal fait. C'est rare que je sens bio, mais là, on est mal fait. Le cortisol, il va vraiment
bloquer la réponse de défense immunitaire. Donc, on parle d'immunosuppression. En fait, particulièrement, c'est la réponse inflammatoire qui est affectée. Il y a une fonction anti-inflammatoire. L'inflammation, c'est extrêmement important pour se protéger contre les bactéries, les virus, des lésions parfois. C'est un mécanisme qui favorise les réparations de tissus aussi. Donc, bref, ça vous protège. Et le cortisol, par sa forme 3D, vient interférer avec certains éléments du système immunitaire, particulièrement des éléments qui provoquent l'inflammation. Donc, tu diminues tes défenses, ce qui fait que tu es moins bien protégé contre les bactéries, contre certaines maladies. Et là, vous dites, ouais, mais ça ne sert à rien. Ben non, c'est parce que la forme du cortisol vient interférer. Ça aurait été mieux une autre forme 3D, mais la nature a fait en sorte que cette molécule-là vient interférer. Et c'est très important en soins infirmiers de savoir ça parce que vous donnez beaucoup de médicaments à base de cortisol qui ressemblent au cortisol. Exemple, la cortisone. Les glucocorticoïdes, c'est une série de médicaments que vous allez donner. Vous allez utiliser ce terme-là. Mais là, maintenant, avec mon cours, vous allez savoir que si vous voyez cortisone, c'est en fait une forme artificielle de la cortisol. Si vous voyez glucocorticoïdes, vous savez qu'on a un rapport avec le cortisol. Et votre premier réflexe, ça va être de dire on bloque l'inflammation, on bloque les défenses. Et vous allez des fois utiliser ça justement comme anti-inflammatoire. On peut donner de la cortisone pour l'acné, justement, qui est les glandes sébacées trop inflammées, pour différentes raisons. Mais il y a un prix à payer. Si l'inflammation est trop forte chez le patient, ben c'est vrai que ça peut amener des problèmes. Donc, vous donnez de la cortisone ou un anti-inflammatoire. Mais il faut garder en tête qu'on bloque le système immunitaire. On peut le faire de façon naturelle, mais si vous donnez des grosses doses de médicaments, on a le même impact. Et des fois, c'est souhaitable, des fois, pour exemple, la cortisone ou des médicaments à base qui fait partie des glucocorticoïdes, ben, chez un jeune enfant en croissance, on essaie de ne pas en donner. Puis si on en donne, ben, on le surveille de façon très, très sévère parce que, d'un point de vue médical, parce que justement, ça bloque la défense, mais ça peut aussi provoquer des retards de croissance et tout ça. Donc, il y a un prix à payer. Ça, c'est la culture personnelle. Mais pour l'examen, vous n'avez pas le choix. Je veux que vous sachiez aussi bien l'effet de glycémie que l'effet d'inflammation, qui bloque l'inflammation, bloque les défenses. Non seulement ça explique quand on est stressé à long terme, on est plus sujet à des maladies, mais en même temps, c'est des médicaments parfois que vous allez utiliser et donc gardez ça en tête, évidemment. OK, j'ai réglé le cortisol. On ajoutera des détails tantôt, mais en gros, vous avez l'essentiel. L'aldostérone, ou le minéral corticoïde, lui, fait complètement autre chose. Et vous avez compris qu'en fait, le cortisol ressemble un peu à l'adrénaline. On renforce l'effet de l'adrénaline. Alors que là, ça n'a aucun rapport. L'aldostérone, ou minéral corticoïde, va jouer sur les reins. Et ça va dire aux reins, réabsorbe le sodium et surtout l'eau. C'est ça qui m'intéresse. Et ça veut dire quoi, réabsorber l'eau? Ça veut dire que les reins, en filtrant le sang, vont augmenter la production d'urine. Mais quand tu fais de l'aldostérone, ça veut dire aux reins, baisse ta production d'urine. Donc, si tu urines moins, tu vas perdre moins d'eau. Et si tu perds moins d'eau, parce que tu la réabsorbes, ça veut dire que tu conserves tes liquides. Tu réabsorbes le liquide vers ton réseau sanguin. Et là, ça va faire quoi? Bien, ici, il manque quelque chose. Vous allez rajouter dans vos notes, ça augmente le volume de sang. En réabsorbant l'eau, tu récupères l'eau qui normalement se destinait à l'urine, tu la récupères, ça augmente ton volume, et en augmentant ton volume de liquide, ben, je pose la question, si j'ai plus de liquide dans mes vaisseaux sanguins, plus de sang, ça pousse plus fort sur la paroi ou moins? Bien évidemment, 1 millilitre, ça pousse moins fort que 500 millilitres. Donc, plus que tu auras de liquide dans les vaisseaux, plus que ça augmente la pression artérielle. C'est ça qu'il faut retenir. Ça augmente la PA, la pression artérielle. Donc, première chose, l'aldostérone joue ses reins pour absorber l'eau, ça augmente ton volume, et plus que j'ai de liquide, plus le volume est élevé, plus ça augmente la PA. Deuxième chose, en quoi ça va m'aider? Bien, la pression artérielle voit ça comme une force, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça, une force générale qui fait que plus la pression est forte, plus que ça pousse fort, plus que le sang, plus qu'on pousse sur le sang, si tu veux, plus que ça va circuler vite. Donc, on augmente la circulation des nutriments. Tantôt, avec l'adrénaline, on augmentait directement la fréquence cardiaque. Et là, ici, on ne joue pas sur le cœur. L'aldostérone joue sur la récupération de liquide pour aussi contribuer à augmenter la pression. Donc, le cœur qui pompe plus vite augmente la pression, mais le fait de récupérer l'eau qui se destine à l'urine va aussi augmenter la pression. Bref, en bout de ligne, je renforce encore une fois les mécanismes de la phase d'alarme, mécanisme 1. Cette phase-ci permet d'accélérer le processus de distribution des nutriments.
Donc, pendant que le cortisol joue vraiment au niveau du glucose, puis on augmente la glycémie, l'aldostérone augmente la pression artérielle pour délivrer ça rapidement et on espère avoir un maximum de glucose au niveau du cerveau, des muscles pour produire l'ATP. OK? Et là, vous remarquez qu'on n'a pas un effet. L'aldostérone et le cortisol n'augmentent pas vraiment la production d'ATP. On ne joue pas sur le système respiratoire non plus. Ça, c'est l'adrénaline. C'est pour ça que je l'ai dit à plusieurs reprises. On vient renforcer l'effet de l'adrénaline. Okay? Donc, on joue à d'autres niveaux, mais ce n'est pas aussi complet. C'est surtout un impact sur la glycémie et sur la pression artérielle. Dernière petite chose, sur cette figure, c'est niaiseux, mais j'ai ça à tour de bras l'examen final. Vous êtes stressé parfois. Glande surrénale, rein. Vous mélangez les deux. Ça n'a aucun rapport, je l'ai dit tantôt. Surrénale, on fait les hormones. Exemple ici, cortisol, aldostérone. Rein, on filtre le sang pour faire de l'urine. Et c'est en fait un effecteur. C'est que les surrénales relâchent l'aldostérone qui va agir sur les reins pour dire « récupère ton eau ». C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, je vais juste effacer un petit peu. Je vous pose des questions. Pour que ce soit... Je veux que vous soyez capable de comprendre un petit peu. Donc, ça, c'est des questions importantes pour moi. Oui, il y a du par cœur. Oui, vous êtes capable de m'expliquer la phase de résistance que je viens de faire avec vous autres, mais vous devez être capable de m'expliquer aussi, un peu comme j'avais fait avec la thyroïde, hyper-hypothyroïdie, les maladies. Et, exemple, quelqu'un qui est très stressé à long terme, pendant une longue période, souvent, vous allez remarquer, si le stress est sévère, ça fait 10 ans qu'il est juste plus capable, perd du poids. OK? Il est malade plus souvent. Toutes les petites niaiseries. En cas typique, là, ça fait 4 ans que vous êtes au cégep, vous êtes à bout, puis tout ça, puis là, enfin, vous prenez un été de vacances à la fin de votre deck, puis tout, puis c'est là que vous tombez, puis vous pognez tous les petits rhumes, puis ça, puis votre famille, votre chum, votre blonde, sont top shape. Vous allez voir ça peut-être à Noël, c'est fréquent. Comment ça se fait? Okay? Comment ça se fait que tout le long de la session, t'es pas pire, puis à un moment donné, ça drop? Bien, vous allez être capable de m'expliquer ça avec la phase de résistance. J'en rajoute un qui n'est pas écrit dans ma bulle, puis que je veux que vous m'expliquiez aussi. Moi, j'entends ça à tour de bras à la télé, dans les journaux, à découverte, puis on me dit quoi? On me dit, bien, le stress est un facteur qui peut faciliter le diabète de type 2. Ces 3 symptômes-là, j'ai une personne très stressée, à long terme, pendant des années, s'explique avec ça ici. Qui m'explique ça, en fait? Bien, la perte de poids. Pourquoi? On veut faire de l'ATP, j'augmente la glycémie. Là, je vais piger dans quoi? J'augmente la glycémie. Toujours au même endroit, je ne l'ai pas dit parce que là, ça fait comme 5 fois dans la session, mais peut-être que vous avez encore besoin de le répéter, parce que je ne veux pas achaler les gens, mais si je vous dis la glycémie, on va chercher où? Hein? C'est pas écrit sur ma feuille ici, mais il faut le savoir. Là. Quand on fait de la CRH et tout ça, ben, on va aller jouer au niveau du foie. Les cellules adipeuses, toujours la même histoire. Le foie, ben, je vais faire de la glycogénolyse, de la néoglucogénèse. Donc, je vais augmenter mon taux de sucre. Je prends mes réserves. Adipeuse, je fais de la lipolyse. Donc, je prends la graisse, je vais les triglycérides, je vais transformer en glucose. Hein, on va pouvoir faire de la néo puis transformer ça en glucose. Donc, j'augmente ma glycémie aussi. Donc, ça, c'est des choses que vous savez déjà. C'est comme ça qu'on va augmenter la glycémie. Maintenant, si tu perds du poids, ça vient d'où? Ben, c'est justement ce que je viens de vous dire. Donc, dans ce cas-ci, comme je fais beaucoup de cortisol en phase de résistance, j'utilise tous mes réserves de glucose sous forme de glycogène, donc dans le foie, les muscles. Je vais utiliser aussi, quand j'en aurai plus, mes réserves de graisse. Donc, tu perds du poids. Je prends mes cellules adipeuses, je les utilise, je récupère les graisses et tout. Donc, on perd du poids. Puis quand c'est un stress sévère, ben, on peut perdre beaucoup de poids. OK? Donc, c'est en fait un effet du cortisol pour augmenter la glycémie. Pourquoi tu es plus malade? C'est l'effet numéro 2. Tu bloques ta réponse inflammatoire. Donc, j'ai une moins bonne défense. Alors, quand je pogne un petit virus, une petite bactérie inoffensive, ben, c'est possible que mon petit rhume d'une semaine dure 4 semaines. Puis ça dure. Parce que là, hop, je commence à reprendre le dessus, puis hop, je retombe et tout ça. Donc, on n'est plus sujet à être malade. C'est pas une légende urbaine, c'est vrai. Et comment vous m'expliquez ça? Ben, le patient stressé, la personne stressée dans votre entourage, ou peut-être vous-même, ben, à cause du cortisol qui vient bloquer la réponse de défense, diminue l'inflammation, on n'est plus sujet à attraper les petits virus, petites bactéries. Donc, on est plus souvent malade. Diabète, ben, à un moment donné, tu es toujours en hyperglycémie. Fait que là, le pancréas, lui, il ne sait pas que tu es stressé. Il s'en fout un peu du stress. Lui, il contrôle le sucre. Fait que là, tu as la phase d'alarme avec l'adrénaline, phase de résistance avec le cortisol, qui dit à ton corps, ben, augmente la glycémie dans le tapis pour faire plus d'ATP. Augmente la glycémie, tout ça.
Parfait. Maintenant, ton pancréas lui dit, mais là, il y a trop de sucre, on fait de l'insuline. Là, tu rebaisses ton taux de sucre, mais tu es encore stressé, fait qu'on fait encore plus de cortisol, plus d'adrénaline. Donc, il y a une lutte, puis à un moment donné, ça se peut que ton diabète, en fait, ton pancréas se fatigue, c'est pour ça que je disais un type 2 tantôt, puis il produit moins d'insuline. Donc, ce que je suis en train de te dire, que tu manges des bonbons, ou qui te donne du glucose exagéré, ou que tu prends de la liqueur, ou que tu sois stressé, ton glucose, c'est du glucose. Il n'est pas meilleur pour la santé s'il vient de tes réserves personnelles, du fait qu'ils viennent de ton alimentation. Il y a trop de sucre. Et c'est pour ça que je vous disais que ton corps n'est pas fait pour vivre en état de stress. Il s'adapte au stress dans l'idée qu'on va faire ça à court terme, puis après qu'on sort le stress. C'est pour ça que c'est dommageable un stress à long terme. Surtout si on a beaucoup de stress, parce que justement, on va toujours être en hyperglycémie, on est toujours en immunosuppression. Fait que là, ça amène d'autres complications possibles. Ça augmente tes risques de diabète. Puis là, c'est des facteurs de risque. Tu es stressé, ça augmente tes chances. Tu manges mal, ça augmente plus tes chances. Tu fumes, tu en embonpoint, ça augmente encore plus tes chances. Donc, c'est des facteurs de risque, évidemment. Okay? Mais il y a vraiment un lien entre le stress et le diabète, comme on vient de l'expliquer. Puis là, j'en rajoute un, vous n'avez pas à le savoir, mais vous allez entendre ça à tour de bras, fait que ça peut être intéressant. Problème cardiovasculaire, des artères qui bouchent. Tu es stressé, problème cardiaque. Pourquoi? C'est-tu vrai ça? Ben oui, c'est vrai. Tu as plus de chance aussi parce que, à un moment donné, tu fais toujours de l'aldostérone, le cœur fréquence cardiaque élevée avec l'adrénaline. L'aldostérone réabsorbe l'eau, donc ta PA est toujours dans le tapis. Ta pression artérielle qui est très très forte tout le temps, ben à un moment donné, tes belles artères toutes lisses, à force de frapper dessus avec de la pression, ça va endommager. Tu n'as plus une artère très lisse, ça va devenir rugueuse, des petits trous, des petites cavités, et là c'est rugueux. Et en étant rugueux, ben, il y a plus de cholestérol, de graisse, de matières organiques qui peuvent s'accrocher à ça. Et là, tu as plus de chances que ça accroche, que ça bloque une artère éventuellement avec les années. Donc, ça augmente les troubles cardiovasculaires aussi. Mais ça, c'était plus de la culture. Ce que je veux que tu saches, donc ces éléments-là, ces 4 symptômes-là qui ont l'air complètement différents, ben, dans le fond, ça s'explique biologiquement par le stress. Ce qui est particulièrement important, c'est de m'expliquer pourquoi une personne stressée perd du poids, pourquoi elle est plus malade. Puis le diabète aussi qu'on a étudié, comme tu es toujours en hyperglycémie, tu as plus de chances de développer un diabète. OK? Et avec tout ça, ben là, vous êtes vraiment au courant de tout le SGA, donc syndrome général d'adaptation au stress. Alors, c'est sûr que du par cœur, il faut être capable de l'expliquer un peu, mais en gros, c'est pas mal ça. Ici, c'est une figure résumée qui vient d'un autre manuel qui vous montre, en fait, un petit peu comment tout ça fonctionne. En fait, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc, phase d'alarme à gauche, phase de longue durée, donc phase de résistance. On n'a pas marqué ici, là. Il faudrait rajouter, c'est une erreur de cette image-là. Donc, phase de résistance. Comme je vous disais tantôt, là, justement, les autres parlent de glucocorticoïdes puis de minéral. C'est correct, donc il faut le savoir, mais n'oubliez pas que, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est cortisol et aldostérone, pour le nom spécifique. Maintenant, ce que j'aime de cette image-là, contrairement à d'autres livres, c'est qu'on superpose les deux effets. Donc, on voit vraiment que c'est l'hypothalamus qui contrôle l'adénohypophyse pour la phase de résistance, mais c'est le même hypothalamus qui contrôle directement par voie nerveuse les surrénales. Il manque des détails, mais en gros, on le voit bien, là. Hein? J'ai un stress, si c'est à court terme, un stress de courte durée, l'hypothalamus fait un influx nerveux, passe par la moelle épinière, s'en va sur les surrénales, particulièrement la médulla surrénale, qui fait de l'adrénaline. L'adrénaline va faire quoi? Tous les effets ici. Là, on dirait qu'il y en a plus. La dilatation des pupilles, vigilance, on n'a pas vraiment parlé. Ce qui est important, c'est les effets qu'on a vus tantôt, que j'ai expliqués. Donc, on veut plus d'oxygène, j'augmente la fréquence respiratoire, bronchodilatation. Le cœur va pomper plus vite. Donc, on augmente le battement cardiaque, fréquence cardiaque, la PA, et c'est sûr que la pression artérielle est plus forte, donc ça circule plus vite. Okay? Je vais augmenter la glycémie, donc on va aller chercher les réserves de glycogène dans le foie. Puis en gros, c'est pas écrit de la même manière, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on augmente la production d'ATP dans le cerveau, dans les muscles, puis de façon générale, dans à peu près toutes les cellules, sauf ce qui est moins important, et c'est ce qui manque à cette image-là. Donc, il n'est pas parfait, évidemment, ce manuel-là, mais en gros, ce que j'ai dit avant ne s'efface pas. Là, okay? Donc, on va bloquer quoi? Le digestif, l'urinaire. Donc, on va fermer les vaisseaux sanguins à ce niveau-là, pendant qu'on les ouvre au niveau du cerveau ou des muscles, vasos
dilatation, ben, on va faire une vasoconstriction pour digestif, urinaire, la peau, exemple, c'est moins important. Ton stress dure plus longtemps, ben là, on a vu que l'hypothalamus va faire quoi? De la CRH qui stimule l'adénohypophyse, qui fait de la CTH. Et une fois qu'on stimule ces glandes surrénales au niveau du cortex surrénal, ben on fait cortisol, glucocorticoïde, et ensuite la deuxième hormone, aldostérone, minéralcorticoïde. Généralement, cortisol augmente la production de glucose, toujours le même principe, néoglucogénèse. On va faire quoi? On va aller chercher les lipides aussi si on est marqué, si on n'a plus de réserve, donc on va chercher les graisses, lipolyse, donc c'est pour ça qu'on perd du poids. Ça va bloquer le système immunitaire, donc on réduit l'inflammation. C'est à peu près la même chose qu'on a vu tantôt. Et en bout de ligne, on augmente la glycémie. Tes minérales corticoïdes réabsorbent l'eau, surtout au niveau des reins. Ça augmente la pression artérielle, donc ça contribue à circuler plus vite. Donc, c'est pas mal la même chose. Puis des fois, vous le comprenez moins bien, ce dessin-là. Je peux le refaire sur une autre forme, verticale, puis souvent, vous le voyez mieux. C'est une autre façon de résumer tout ce que je viens de dire. Et là, je vous dis tout de suite, si ce que je viens de dire, tout est clair, vous pouvez arrêter la capsule ici, j'ai pas de problème. Ceux qui veulent être certains ou que, vous voulez voir d'une autre manière pour que ça vous aide dans votre étude, ben, vous pouvez rester, j'en ai pour 2 minutes. Mais je ne vais pas achaler personne non plus. Donc, si c'est déjà clair, vous êtes déjà très bon, ça va. OK? L'hypothalamus, SGA. Okay? Vous avez une question sur le SGA, le stress. Donc, évidemment, il y a 2 choses qui se passent. Si ce stress à courte durée, ça veut dire que je suis en phase d'alarme. C'est un influx nerveux. Je joue sur les glandes surrénales. Là, je ne donne pas autant de détails. C'est un résumé pour vous aider. Hein? En fait, c'est juste pour cristalliser tout ça. Qu'est-ce qui arrive après surrénal? On fait une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, en gros, on a vu que ça augmentait la glycémie. Comment? Ben, en faisant de la glycogénolyse dans le foie. OK? Entre autres choses. On va faire quoi? On augmente la fréquence respiratoire. On fait une bronchodilatation. On rouvre les bronchioles, exemple. Pour faire quoi? Augmenter l'oxygène. On va dire au cœur, augmente ta fréquence cardiaque. Le sang circule plus vite. Pour amener plus d'oxygène et plus de glucose aux organes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça circule plus vite, c'est super, mais on va faire une meilleure distribution du sang. Donc, on va faire une vasoconstriction des vaisseaux sanguins au niveau des organes digestifs, de la peau, urinaire. Mais on va faire une vasodilatation des vaisseaux au niveau du cerveau, muscle. Et de façon générale, le but ultime, c'est d'augmenter la production d'ATP dans l'ensemble des cellules, mais particulièrement au niveau du cerveau pour prendre les bonnes décisions en situation de stress, et des muscles pour vous adapter, courir, lutter pour votre survie, faire votre sport, peu importe. Et c'est pas mal ça. J'ai skippé les détails que vous allez étudier, mais en gros, en résumé, c'est juste ça. Et là, si on continue, ton hypothalamus, on va tomber en phase de résistance. Et là, c'est quoi? C'est un stress de longue durée. Et la première chose qu'il faut savoir, ben ici, c'est plus une réponse nerveuse. L'hypothalamus fait une CRH qui va jouer sur l'adénohypophyse. Et l'adénohypophyse va répondre en faisant de la CTH. Et c'est souvent ça que vous manquez à l'examen. Je pose un schéma comme ça à l'examen final, puis souvent, vous ne faites pas la distinction entre l'activation ici. Alors, il faut faire attention. L'adénohypophyse, ACTH, va jouer encore une fois sur les surrénales, comme ici. Sauf que là, les surrénales ne font pas la même chose. Le premier élément, glucocorticoïde ou cortisol, 2 effets. On augmente la glycémie, mais de la même façon, là, donc on va aller jouer au niveau du foie. On peut faire de la lipolyse aussi, donc au niveau des graisses, vous maigrissez. OK? Donc j'augmente la glycémie au niveau du foie en faisant de la glycogénolyse, de la néo, je fais de la lipolyse, je prends tes graisses. Mais je bloque l'inflammation, le système immunitaire. OK? Donc, je bloque les défenses, ce qui explique que tu es plus souvent malade. Je fais de l'aldostérone, réabsorbe l'eau au niveau des reins,
qui augmente la pression artérielle, ça circule plus vite. Et en bout de ligne, on vient renforcer l'effet. Tu es encore stressé, ta phase de résistance ne te permet pas de t'aider. Ben, là, dans ce cas-là, tu es plus dans le trouble. Tu tombes dans la phase d'épuisement. Et dans ce cas-là, ben, évidemment, il n'y a plus d'adaptation, il n'y a plus de réponse biologique. Et là, ça devient plus dramatique. C'est là qu'on va avoir les maladies vraiment sévères, les burn-out et tout ça. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour bien comprendre le SGA. Je vous souhaite une très bonne étude. C'était la dernière capsule, donc maintenant, l'idée, c'est vraiment de bien préparer votre examen final. Et comme d'habitude, même je vous dirais maintenant plus que jamais, si vous avez des questions, bien évidemment, vous ne vous gênez pas, toujours par Mio. Et bonne étude à tout le monde.